Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Inspire, la chaîne podcast qui partage avec et sur les leaders inspirants. Je suis Céline Delmeda, coach pour dirigeants d'entreprise et pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Youssef Gargam, un passionné d'huile d'olive et entrepreneur visionnaire. Youssef est le fondateur de Gardam et de Marius Oil Maker, donc 2 entreprises qui s'engagent à produire de l'huile d'olive et vraiment de qualité, une huile d'olive essentiellement marocaine depuis plusieurs années. Nous allons plonger dans son parcours, son engagement et découvrir sa vision pour le futur de l'alimentation et de la gastronomie. Donc Youssef, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue à toi. En tant qu'amatrice d'huile d'olive et de nourriture saine, plus généralement, j'ai vraiment eu plaisir à te découvrir et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu partager cet épisode autour de ta passion qui résonne vraiment avec mes valeurs et partager autour de nous pour faire connaître ton engagement et ton savoir-faire. Donc vraiment bienvenue, ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil, Céline. Alors, pour commencer, Youssef, on va directement aller dans le vif du sujet. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment finalement tu es tombé dans cette passion autour de l'huile d'olive et de sa production. Et qu'est-ce qui t'a poussé aussi finalement à créer Gardam et Marius Oil Maker? Alors, c'est une longue histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. J'étais pas prédestiné à travailler dans le domaine de l'huile d'olive, mais quand j'avais 22 ans, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce sujet, d'autant plus que mes grands-parents et arrière-grands-parents au Maroc avaient des oliviers, mais n'avaient pas de moulin. Donc, ils emmenaient les olives dans un moulin, et puis c'était assez traditionnel et assez rudimentaire pour l'époque. Donc, je voyais un petit peu tout ça. Et puis, un beau jour, j'ai vraiment voulu m'engager dans ce parcours, et j'ai été un peu piqué par la passion de l'huile d'olive. Et puis, j'ai voulu en fait comprendre, parce que je connaissais déjà beaucoup d'huiles d'olive renommées, comme les huiles d'olive italiennes, les huiles d'olive de Provence, des grandes huiles d'olive. Et je me demandais, mais pourquoi il n'y a pas de grande huile d'olive marocaine? Donc j'ai fait un long voyage dans les pays de la Méditerranée, que ce soit en Provence, en Italie, pour rencontrer des producteurs, rencontrer beaucoup de producteurs et vraiment poser des questions sur leur savoir-faire, Et j'avais en fait l'impression en les rencontrant que les réponses qu'ils me donnaient, moi je les connaissais déjà, j'étais vraiment emballé par le sujet, donc je leur demandais comment ils produisaient leurs huiles, comment se passait la récolte, Ouais. comment ils faisaient, etc., etc. Et puis c'est là qu'en fait la passion s'est imprégnée de moi, et j'ai voulu ensuite chercher sur le marché français des grands crus millésimés de l'époque. On était à l'époque en 2003, Mhm. fin 2003, et je suis rentré dans une boutique qui s'appelle Olivier Co. Oui, Olivier je connais cette Co, boutique très ancienne. qui sélectionnait à l'époque les meilleures huiles d'olive du monde, Mm, et qui avait un grand oléicologue qui s'appelle Éric Verdier, mm, qui traversait le monde vraiment pour aller dénicher les grandes huiles d'olive qu'ils pouvaient trouver. Ce qu'ils appelaient, c'était la première enseigne qui a lancé ce qu'on appelle les huiles d'olive millésimées. oui. Millésimées. Et c'est là que, en rentrant dans une boutique d'huile de Olivier Co à Montpellier, je m'en Mm. souviens très bien, j'ai demandé à la vendeuse est-ce qu'elle avait une huile d'olive marocaine. Et là, elle m'a regardé d'un air vraiment lointain, mais vraiment, mais comme si je posais une question, mais qui était complètement stupide. Hors du contexte, ouais. Mm. Maroc, on n'a pas d'huile d'olive marocaine. Voilà, Les je dis, oliviers, pourtant tout le monde. mais pourtant, le Maroc est Oui, un grand pays producteur. bien sûr. On produisait à l'époque 100 fois plus que la France. Ah oui. La France, c'était 0,25% de la production mondiale, et nous, on était à 2,5% de la production mondiale. Donc, elle m'expliquait qu'en fait,
les huiles d'olive marocaines étaient des huiles d'olive lampantes, c'est-à-dire des Mhm. huiles qu'on utilisait à l'époque des Romains pour les lampes, pour allumer les lampes. D'accord. Alors, ma fierté, Un j'imagine Marocain. quand même, j'imagine quand même pour un Marocain qui. Parce que mes parents me disaient, oui, nous, on consomme que de l'huile d'olive marocaine, c'est très bon, etc. Mais tu sais, c'était à l'époque traditionnelle, ils amenaient ça dans des bidons en plastique, et puis tout le monde pensait que là, c'était une des meilleures huiles d'olive. Et donc là, je rentre au Maroc avec pour objectif de produire la première huile d'olive marocaine grand cru. Ah, là, tu étais lancé. Ça y est, tu avais ta vision là. J'ai piqué au vif. Je voulais, en fait, euh, à travers mes voyages, à travers mes expériences autour des producteurs, je voulais vraiment utiliser leur savoir-faire et l'adapter au savoir-faire marocain. Donc j'arrive, première récolte, vraiment, on me prend pour un fou au Maroc, on me dit, mais l'huile d'olive existe depuis la nuit des temps, Mm. qu'est-ce que tu vas inventer finalement? Parce que l'huile d'olive, ça Ouais. existe depuis la nuit des temps. Je dis, mais non, 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 je veux la faire à ma manière. C'est-à-dire que moi, je veux faire, c'est-à-dire la récolte, euh, je veux déjà comprendre pourquoi nos huiles d'olive sont pas bonnes, et comment on fait pour produire une huile d'olive marocaine grand cru. Donc là, je vais visiter des petits moulins traditionnels et effectivement, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir en Italie et en France. Ouais, c'est un sacré challenge, quoi, Voilà. qui t'attendait. Et là, je me lance dans mon périple avec vraiment, j'ai envie de goûter à cette première huile d'olive qui sera faite de la même manière qu'en Italie ou en France. Et là, je crée mon petit moulin, je fais construire mon petit moulin sur les terres de mes arrière-grands-parents. C'est Et où? c'est Rappelle-nous, c'est à Safi, c'est ça, à côté de tout à Safi? Safi. C'est en fait dans les terres à Safi, pas en Ouais. bord de mer, à 25 km de Safi, dans les terres, un petit peu en altitude, on est à 100 mètres d'altitude à peu près. C'est là où mes grands-parents avaient leurs oliviers. Au sud de Et Casablanca, hein, pour les gens qui. alors, c'est au sud de Casablanca, c'est à 2 heures et demie de Voilà. Casablanca à peu près, au sud du Maroc. Et en fait, sa fille a été à l'époque, dans les années 60, très connue pour la sardine de sa fille. Ah Et oui. aussi, c'est Ah oui, oui. J'ai une amie qui est de Safi et il me semble qu'elle en avait parlé, effectivement. Ouais. la Ouais. sardine de sa fille et aussi la ville de la poterie. Sa fille, c'est la ville de la poterie au Maroc, qu'on connaît très très bien. Et là, en fait, je me lance dans mon périple, mais vraiment dans ma bulle, hein. On me dit, mais non, mais tu fais n'importe quoi. L'huile d'olive existe depuis. Mais non, je veux faire de ma manière. Donc, je me lance, je crée mon moulin et vraiment, je crée mon moulin de manière traditionnelle, c'est-à-dire comme ils ont eux. Au Maroc, c'est-à-dire une meule en pierre Mm. de granit et une presse. Par contre, j'utilise que des matériaux en inox, Oui, vraiment un moulin qui, à l'époque, quand les gens venaient voir, disaient, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il de fait? quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Donc voilà, arrive la récolte, donc je suis très très content, mon moulin est prêt, ma presse était une presse manuelle, et là, je fais comme font les grands producteurs en Italie. C'est-à-dire que mes olives sont cueillies le matin, elles arrivent au moulin, des femmes les effeuillent, on fait un lavage des olives, je fais passer, c'était vraiment un moment inoubliable pour moi, ce premier tour de meule. Et en fait, les olives étaient vertes. Et là, on met les olives dans la meule et se dégage un parfum d'herbes coupées, d'artichauts, de feuilles de tomates. Et là, j'ai l'impression vraiment, euh, d'être vraiment dans un Fruité. rêve. Ouais, non, je suis dans un rêve. Et Mm. là, en fait, je veux absolument, donc, parce que entre la pâte, entre les olives et l'huile d'olive, il y a quand Mm. même, il y a quand même un long moment. Donc, cette, ces parfums de fraîcheur qui me viennent au nez, si mon huile d'olive a cette fraîcheur, alors là, j'aurais tout gagné. Et là, ma première meule et ma première pression je laisse
en fait, une fois que les olives sont écrasées par la meule, on met la pâte dans ce qu'on appelle des scourtins. Des scourtins, on les entasse les uns sur les autres et on fait une pression. C'est ce qu'on appelle la première pression à froid. Mais on la fait vraiment de manière manuelle, tout doucement. C'est-à-dire que je vois ces petites gouttes d'huile d'olive descendre de ces scourtins et j'attends vraiment que ça descende. Et puis en fait, comme l'huile d'olive est plus légère que l'eau, elle monte naturellement en surface. Et là, on écope l'huile d'olive qui est montée par décantation et j'ai absolument envie de goûter cette huile. Donc on écope, j'écope l'huile et du coup j'ai ma première petite cuve d'huile d'olive et là j'ai absolument envie de la goûter. Et quand je goûte cette huile d'olive, voilà, quoi te dire à part que j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose d'exceptionnel. Et là, je suis vraiment très content et très fier. Fierté, ouais. Et je mets ça dans ma bouteille en verre, parce qu'à l'époque, tout le monde utilisait des bouteilles en plastique, etc. Je mets mon nectar dans des bouteilles en verre et euh, je m'amuse à faire goûter, parce que moi, je suis né en Champagne, à Épernay. Tu sais, en Champagne, il y a les grands vignerons, des grands crus, etc. Je ne dis pas que c'est une huile d'olive Pas la même chose. marocaine. Je ne dis pas que c'est une huile d'olive marocaine. Je fais goûter autour de moi des Mm. chefs, des amis viticulteurs, etc. Et là, quand ils goûtent, ils me disent, mais tu as une très très bonne huile d'olive de Ah ouais, Provence. super. Ah ouais, de Provence, tu vois, ouais, ouais, ouais. C'est Et fou. je dis, mais non, c'est pas une huile d'olive de Provence. C'est une huile d'olive marocaine. Et tout le monde est étonné que ce soit une huile d'olive marocaine. Et là, je me dis, ça y est. En fait, il faut absolument que je produise mon huile d'olive et que je la fasse découvrir au monde entier. C'était mon objectif, vraiment, faire découvrir l'huile d'olive marocaine au monde entier et prouver qu'on peut produire une grande huile d'olive au Maroc. C'était mon seul et unique objectif à l'époque. Et là, je fais produire mon huile d'olive et par un concours de circonstances, vraiment la bonne étoile, tu vois, tu as 20 ans, tu as peur de rien, rien n'est impossible à 20 ans dans ta tête. Et tu as envie de faire découvrir cette huile d'olive au monde entier. Et quand tu dis ça aux gens, ils disent, mais ce gars-là, il est complètement... Il arrive, il vient de produire une huile d'olive, il veut la faire découvrir au monde entier. Et là, je lui dis, mais moi, tu sais, à 20 ans, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit autour de toi. Tu fonces, quoi. Et là, je fonce, je produis ma première cuvée qui sera commercialisée et j'arrive au culot avec ma bouteille chez Olivier Co. Ah ouais. Ah wow. Donc là, je les appelle. Je dis, voilà, je veux vous faire goûter une huile d'olive. Et, euh, et à l'époque, en fait, par un concours de circonstances incroyables qui me pousse en avant, moi, j'avais utilisé toutes mes économies, c'est-à-dire que à 20 ans, déjà, on n'a pas d'économie. L'argent, je vais chercher chez mes parents, chez Mm. des amis, etc. Et là, en fait, moi, mon seul objectif, c'est de faire goûter cette fameuse bouteille à Éric Verdier. Et là, en fait, si tu veux, on a fini la récolte en 2004. 2004, voilà. En, en novembre, décembre 2004, on termine la récolte et par un concours de circonstances incroyable, la chaîne marocaine 2M Ah ouais. lance un programme pour dénicher les meilleurs talents entrepreneuriaux de l'époque. Oh, J'ai super. j'ai 23 ans. Mm. Je fonce. Vraiment. Et je te jure, je te raconte cette histoire et je la vis aujourd'hui. Mm. Je vois le jingle à la télé c'était- et je rentrais en France. Je repartais en France, je prenais Mm. l'avion le lendemain. Et Mm. c'était le dernier jour pour les dossiers, D'accord. pour, pour rendre les dossiers. Et là, je vais à Marrakech et en fait, moi, je pense qu'à Marrakech, il y a parce que je prends l'avion à Marrakech et je pense qu'à Marrakech, il y a une succursale de 2M. Donc, je cherche cette succursale partout, j'arrive pas à trouver.
Donc, je me retrouve en France. Et là, en France, je veux absolument déposer mon dossier et j'appelle la production de 2M. Je dis, écoutez, j'ai un projet, ceci, cela, il faut absolument que je... Et la secrétaire de 2M me donne le numéro de téléphone du producteur de l'émission. Waouh. Ah ouais, J'arrive à joindre au téléphone, t'imagines? incroyable. Et je me rappelle le monsieur qui s'appelle Pierre Dangas, qui est c'était un super journaliste de l'époque. Il dit, mais monsieur, les inscriptions sont terminées, mais envoyez-moi quand même votre dossier par fax. Voilà mon numéro de fax. À Ah, l'époque, il n'y avait pas encore c'est le fax, ouais, c'est vrai. les emails. J'envoie le dossier par fax et je laisse passer la semaine. Et là, je suis appelé par 2M. Et sur les 5000 dossiers qui avaient été reçus, je vais en prime time, on passe les étapes, quart de finale, demi-finale. J'ai vraiment cette énergie, on va en finale de Hmm. Challenger, ça s'appelle l'émission. Et on est en prime time un samedi soir devant des millions de Marocains. Waouh. Et là, je fais partie des 5 finalistes devant un jury de patrons qui, pour moi, à l'époque, tu vois, c'était des grands patrons, hein, des grands banquiers, le président d'Attijari Wafa Bank, des anciens ministres, Nadia Salah de l'Économiste. C'était une émission présentée par Tamir Rolfi, qui était un grand entrepreneur. Mais moi, tout ce monde, j'arrive en fait de ma petite campagne de Safi et je suis propulsé à Casablanca devant des grands entrepreneurs du monde, mais dont je n'imagine même pas avoir accès un jour. Mais comme ça, du jour au lendemain. Ouais, Et par un concours de circonstances, je deviens, et je dis une phrase pendant l'émission qui restera, je veux me faire l'ambassadeur de l'huile d'olive marocaine à travers le monde. Et là, je suis lancé, je suis dans ma bulle, voilà, c'est parti. L'aventure a commencé. Je suis propulsé. J'y vais au culot. J'appelle Olivier Nco, qui avait son acheteuse. Je demande à parler à l'acheteuse. Je dis voilà, je produis une huile d'olive. Elle me donne rendez-vous fin 2005 et je me rends à Paris avec ma bouteille d'huile d'olive. C'était la deuxième récolte. Je me rends à Paris avec ma bouteille d'huile d'olive. Je me rappelle, ils avaient leur bureau rue Montorgueil à Paris. Et là, j'y vais. Et je ne sais pas que Éric Verdier est dans la boutique, Annie Costaris, qui arrive vers moi et me dit, bon, bonjour Youssef, oui, donc je vais prendre la bouteille et je te rappelle dans l'après-midi. Je la fais goûter à Éric et je te rappelle dans l'après-midi. Il me dit, Éric a goûté ton huile, tu es sélectionné parmi les 30 meilleures huiles d'olive du monde. incroyable. T'imagines quand Ah, même. du monde, ouais. Incroyable. Olivienko, à l'époque, c'est 100 boutiques dans 18 pays dans le monde, Incroyable. c'est-à-dire aux États-Unis, à New York, à Tokyo, euh, en Corée. Voilà. Et du jour au lendemain, mon huile d'olive est sélectionnée par Olivier Co. J'ai une grosse commande d'Olivier Co. Et mon huile part faire le tour du monde. Là, j'avais réussi mon pari. J'avais réussi mon pari. Et elle était vraiment exceptionnelle, cette huile d'olive. C'est-à-dire que, voilà, c'était vraiment... Et là, je suis fier parce que 2 ans avant, je rentre en boutique Olivier Co, on me dit, mais c'est impossible de trouver une huile d'olive marocaine. Impossible is nothing. Il faut se rappeler ça. Et là, quand elle me dit, quand elle me dit au téléphone, Youssef, tu viens d'être sélectionné par Éric Verdier parmi les 30 meilleures huiles d'olive du monde. Alors moi, je tombe en pleurs, en ce que tu veux. Dans ma tête, il se passe plein de choses. Je dis, un mi- voilà, c'est comme un miracle. Et en fait, je dis, mais c'est incroyable, mais mon huile d'olive va être dans une boutique à New York. Tu te Wow, rends compte que moi, incroyable. qui suis né dans un petit quartier d'Épernay, dans un petit quartier d'Épernay et qui n'avait voyagé autre part dans le monde qu'en Europe, en Italie, en Espagne et au Maroc, mon huile d'olive se retrouve dans tous les pays du monde. Magnifique. Et en fait, donc là, on est au mois de décembre, donc j'envoie mon huile d'olive, tout est vraiment minutieusement préparé, les bouteilles partent dans toutes les boutiques du monde, et là, en fait, euh,
il se passe quelque chose d'incroyable. La presse, euh, la presse s'empare un peu du phénomène de cette huile d'olive marocaine. Et il y a un article du New York Sun qui sort en mai 2005 et ça titre The Best Thing Right Now. Et là, il y a un portrait de Youssef Gardam sur le New York Sun Incroyable. le lendemain. Tu vois, Incroyable. tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as 24 ans, tu dis, Ouais, 24 ans, c'est ça aussi, c'est quelque chose. Ouais, ouais. respire, on essaie de garder la tête posée, mais il y a plein de choses qui se passent, tu sais comment, voilà, comment ça peut se passer. Et il s'avère que cette même année, en juin 2005, fin juin, début juillet 2005, le Maroc me propose de participer à un salon à New York, ce Waouh. qui s'appelle le Fancy Food Show. Mm. C'est the place to be pour les grandes entreprises du Mm. monde de l'agroalimentaire. Ça se passe tous les ans. Waouh. Depuis, je ne rate jamais ce salon. Waouh, c'est Alors incroyable. moi, j'arrive à 24 ans, je prends l'avion, je prends l'avion pour New York, une ville que je connais absolument pas. J'ai 24 ans, je me retrouve dans Tu les parles rues anglais au moins? Tu parlais anglais? un petit peu, un Ah, tout bon, ça va. je parle l'anglais scolaire, tu vois. Je parle l'anglais scolaire, mais bon, tu t'habitues On te vite. comprend. Et j'y vais avec un ami qui parle excellemment l'anglais, qui travaille qui travaillait à l'époque chez Essilor, un ami de Blois, et il vient avec moi. Je lui dis, Younes, tu viens avec moi parce que moi j'ai peur je me retrouve là dans un salon international avec des grands acheteurs, et il faut absolument que j'ai quelqu'un avec moi qui parle l'anglais parfaitement. Et le monde qui est sur mon stand, c'est absolument, mais là, voilà, je dis, et là, je suis là, je fais goûter mon huile, tout le monde est vraiment très content. Olivier Co est là, ils sont contents aussi. Enfin, tout le monde est. Et c'est une année formidable. Mais tu t'imagines, quoi, tu te retrouves, tu passes de ta petite campagne au Maroc et de ton petit Mm. quartier à Épernay sur la 5e avenue. Le 5e point avenue en plus. boutique de Mm. Olivier Co, à l'époque, ils ont 3 boutiques à New York. Wow. Et la plus connue est celle de Grand Central. Mm. Alors, t'imagines l'effet que ça me fait quand je vais à Grand Central et que je vois mon nom avec ma bouteille, donc les terroirs de Volubilis, Youssef Gardam, voilà, et je me dis c'est un rêve qui est en train de, mais il faut garder. En fait, C'est finalement. ça. C'est ça Euh, qui est super impressionnant, finalement, en fait, dans ton histoire. très, Waouh. très vite. Mais moi, ça m'impressionne fortement et vraiment, j'ai des émotions incroyables. Et, euh, et là, je rentre dans Grand Central, je vois ma bouteille. À l'époque, c'était une bouteille avec une étiquette en verre et je vois mon nom en plein centre de New York dans une boutique où tu as énormément de monde. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est le phénomène Olivier Co en Amérique. Il y a 20 boutiques Olivier Co aux États-Unis. C'est le début de ce qu'on appelle ces grandes huiles d'olive millésimées. Et là, je me retrouve et je vois mon huile d'olive dans cette boutique. Et je Incroyable. me dis, ça y est, en fait, finalement, ce que j'avais voulu accomplir Mm. est accompli. Il y a comme un grand soulagement qui se passe. Il y a Incroyable. comme, voilà. Et Et là, c'est puis, juste la première question, hein, Youssef. Là, je t'ai vu, là, j'étais vraiment embarquée dans ton récit, mais c'est tellement incroyable. C'est vraiment voilà, incroyable. Ça se voit que tu es c'est- passionné, de toute façon, ça se sent. Et la chose bon. qu'on n'a pas précisé, bien évidemment, avant cette première question, c'est que Youssef, en fait, tu as fait quand même des études d'oléoculture. Hein, c'est ça, Oui, de l'éologie. On appelle, bah, oléologie, voilà, exactement, le je terme, c'est. l'ai fait a posteriori, si tu veux. Moi, j'ai appris Ah, sur ah le ouais, terrain. J'ai d'accord. appris sur le terrain. C'est mon expérience, mon savoir-faire. Et Mm. après, j'ai fait des études d'oléologie par rapport à l'analyse sensorielle. C'est-à-dire que je voulais me perfectionner dans l'analyse sensorielle. Donc, c'est qu'en 2014 que je fais, pour confirmer vraiment que je suis un connaisseur en matière d'huile d'olive, je Mm. veux savoir ce que vaut mon palais. C'est pas quelque chose qui est vraiment impératif, alors finalement, quand on lance Non, ça. non, non. Je veux juste savoir que Mm. vaut mon palais à l'époque, en 2014. Et donc, D'accord. il y a un grand oléicologue qui s'appelle Christian Pinatel qui donne à Aix-en-Provence des cours de dégustation. Donc, on passe ces cours de dégustation et j'obtiens
la note de 36 sur 40 Ouais, euh, ouais. euh, sur le certificat analyse sensorielle. Et là, je me D'accord. dis, voilà, je suis un Waouh. peu soulagé, je dis, je suis quand même, je m'y connais un petit peu en Mm. huile d'olive. Et là, Ouais, c'est la parce confirmation, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment non, pas nécessaire. quelque chose d'indispensable ni de Ok, nécessaire, d'accord. mais Je je veux savais pas. juste me rassurer en me disant, Mm. voilà, je veux confirmer qu'est-ce que vaut mon palais, que je peux, comment dire, identifier les défauts, parce que il y a quatre défauts majeurs dans une huile d'olive, c'est le moisi, le rance, le chaumet et la Mm. lie. Et là, j'ai ma confirmation, j'obtiens la note de 36 sur 40, Pas mal, et, ouais. voilà, si tu Effectivement, c'est quelque chose, je rebondis par rapport à ce que tu m'avais dit en off, c'est que en fait, on a tendance à croire que parce que c'est de l'huile d'olive et parce qu'elle est en bouteille de verre, tout comme le miel, ça se garde, mais en fait, pas du tout. Et encore plus de ce que tu m'as dit, qu'a priori, bah, ce qu'on voit dans les grandes distributions, ok, elles ont été pressées, elles sont embouteillées à la date correcte, enfin correcte, une date assez récente, mais par contre, elles ont été pressées bien, bien avant. Ça m'a quand même bien choqué, je dois l'avouer, parce qu'honnêtement, c'est incroyable. Alors, il faut savoir que 70% des huiles d'olive qu'on trouve en France sont des huiles d'olive de grande distribution. C'est ça, ouais, Sont des huiles d'olive de grande distribution et c'est des huiles d'olive, en fait, la législation n'impose pas ce qu'on appelle la date de récolte, le millésime. c'est incroyable ça quand même. Ouais. C'est-à-dire que les industriels de l'huile d'olive stockent, c'est-à-dire que l'Espagne, par exemple, qui est le premier producteur mondial d'huile d'olive, a un stock d'huile d'olive ils ne peuvent pas descendre en dessous de ce stock pour vraiment contrôler les cours, ce qu'on appelle les cours du marché. Donc, l'huile d'olive est considérée par la législation comme une denrée non périssable. Mm. Donc, les huiles sont stockées par les industriels dans des cuves immenses Ouais, et la législation leur accorde le fait que c'est à partir de la date d'embouteillage que part ce qu'on incroyable. appelle la fameuse date limite Ouais, d'utilisation ouais, finale, incroyable. qui est de 2 ans. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces huiles d'olive-là n'ont plus aucun intérêt ni aucun bénéfice pour la santé. Ouais, C'est-à-dire que on ne sait pas si elles ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, ouais. et c'est-à-dire que plus l'huile d'olive va être gardée dans le Mm. temps, plus elle va perdre toutes ses qualités physico-chimiques et organoleptiques. Donc, c'est des huiles d'olive qui n'ont aucun intérêt pour Ouais. la santé. Et est-ce qu'elles sont nocives pour Elles la ne santé? sont pas nocives à partir du Ah, moment où ils sont extra vierges. Mais ah, attention, voilà. Mm. une huile d'olive extra vierge, première pression à froid, ça veut tout dire et ça Mm. veut rien dire. Exact. C'est-à-dire que la norme est les huiles d'olive doivent être en taux d'acidité, ce qu'on appelle l'acidité libre dans l'huile d'olive, à moins de 0,8. Donc Mhm. 0,8% d'acidité. Mhm. Mais ça ne veut rien dire parce que, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, l'UFC Que Choisir a Mm. fait une grande étude sur la grande distribution et sur les 20 huiles d'olive qui ont été testées, qui sont notées extra vierges, 14 d'entre eux n'étaient pas extra vierges. C'est- Et l'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, 60 millions de consommateurs fait une autre Mm. étude et elle découvre que sur les huiles d'olive testées, la grande majorité, c'est-à-dire plus de 90% des huiles, contiennent des résidus de plastique, Oh là 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 là. pesticides, Incroyable. un truc Incroyable. incroyable. Donc les gens, en fait, si tu veux, on est sur un marché en France où les gens n'y connaissent absolument Ah non, rien non, à non, mais l'huile non. d'olive. Mais quand je dis absolument rien, c'est-à-dire qu'on part de rien. On De zéro. part de rien, d'absolument rien. Et je me dis, mais quand même, ça fait depuis 20 ans que je suis dans l'huile d'olive et je vois ce marché qui est là et qui ne bouge pas. C'est-à-dire, ça bouge pas. Ça, voilà, on Au trouve autre. niveau de la réglementation, ouais, comme on le disait, en fait, waouh, ça laisse à désirer, quoi. Enfin, Ah, si avec l'huile d'olive, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui passent à la trappe, mais c'est vrai que finalement, c'est tromper aussi le consommateur, le client, et c'est, enfin,
il y a quand même, là en plus tu me parles de pesticides, etc. Enfin, je sais qu'aujourd'hui on fait Des de résidus de plastique. Enfin, voilà, oui, le plastique, tout ce qui est nocif, quoi. Et on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange, comment on vit. Et moi, de plus en plus, comme je te l'ai dit, c'est vrai que j'aime manger, mais je fais vraiment attention aujourd'hui à la qualité des aliments que j'ingère, parce que tout ce qu'on est, en fait, c'est ce qu'on mange, comme ce qu'on entend, les personnes qu'on côtoie, etc., l'environnement proche. Mais c'est tellement, enfin, je suis vraiment, ouais, ahurie finalement qu'il n'y ait pas plus de réglementation et surtout quels sont les recours face à des entreprises, enfin des grandes multinationales, je ne sais pas quelle. en fait, si tu veux, le problème, c'est que, en fait, ces gens-là, ces grands industriels, c'est pas les producteurs, c'est des industriels. Oui, Euh, c'est ce oui, qu'on appelle des embouteilleurs. c'est ça. Des embouteilleurs qui font beaucoup de marketing, qui ont des budgets marketing colossaux et qui arrivent vraiment à propulser des marques. Le petit producteur, lui, il peut pas être mis en avant, sauf si vraiment il a vraiment envie de se battre ou il est dans son petit moulin. Dans la plupart des cas, c'est des gens de passage qui viennent lui acheter l'huile d'olive et c'est ce qu'on appelle des artistes un peu anonymes, parce que c'est des gens, les oléiculteurs ou les agriculteurs en général, qui sont des gens très modestes dans leur petite, Discret, ouais. Ouais. discrets dans leur petit moulin, et puis voilà, et puis dans leur petite clientèle, et ça leur suffit. Et en fait, les embouteilleurs qui aujourd'hui contrôlent le marché français, euh, eh ben on l'a main mise sur le marché et puis font énormément de marketing et tout le monde va acheter. Ouais. euh, la quasi-majorité des gens vont acheter leur huile d'olive en supermarché parce Ouais, c'est que ça. ils n'ont pas d'autre endroit où l'acheter finalement. Parce Oui, que oui, les grandes épiceries fines, on les retrouve que dans les grandes villes. À Paris, c'est vrai. c'est concentré à Paris. Donc finalement, les grandes huiles d'olive ne peuvent être accessibles qu'à une certaine élite, Catégorie, ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. à une certaine élite. Et Mm. c'est là que je me dis, à un moment donné, ça suffit. Il faut que les gens comprennent ce qu'est une vraie et bonne huile d'olive millésimée. Il faut savoir que la norme de l'huile d'olive extra vierge, elle est à ça doit être en dessous de 0,8% d'acidité. Et là, on est en extra vierge. Mais les grandes huiles d'olive, c'est-à-dire les huiles d'olive millésimées de l'année qui ont une date de récolte, il faut savoir qu'elles sont à 0,1. Mon huile d'olive, quand elle a été sélectionnée, elle est à 0,1% d'acidité. C'est-à-dire qu'on est vraiment au minimum Oui, de ce minimum qui. du minimum, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et il faut savoir que les huiles d'olive de l'année, c'est-à-dire qui sont produites cette année, c'est elles qui ont un intérêt réel pour la santé. Parce que plus l'huile d'olive est fraîche, ce qu'on appelle les huiles d'olive primaires, Mm. et plus elle va être riche en ce qu'on appelle les polyphénols. Et c'est ces polyphénols qui ont un intérêt réel pour la santé. Et c'est ces polyphénols euh, qui font, au niveau du régime méditerranéen et du régime crétois, Mm. parce que Ah oui, le régime plus prétoire. en plus, en fait, on est maintenant en train de mettre en avant ce régime crétois. Et ce régime crétois, la base de ce régime, c'est l'huile d'olive. Oui, l'huile C'est d'olive. pour ça que l'espérance de vie autour de la Méditerranée est Mm. plus importante qu'ailleurs, parce que on consomme du bon poisson qui vient de la mer, on consomme des bons légumes, des vrais légumes, on Légumes, ouais. consomme une bonne huile d'olive parce que voilà, on a accès, on est dans la Méditerranée, donc on a Oui, accès à ces produits assez facilement et finalement, depuis la nuit des temps, c'est dans notre régime. Et en fait, plus tu vas dans le nord et plus bah, l'huile d'olive, bah, on ne connaît pas. Donc les gens achètent l'huile d'olive parce qu'ils ont besoin d'huile d'olive. Et en général, en fait, le consommateur lambda, son huile d'olive, en fait, il l'utilise un peu par parcimonie. Il le considère, on ne considère pas en France, pas encore, et c'est ce que je souhaite, l'huile d'olive comme un ingrédient et non pas comme un condiment. Parce qu'il faut savoir qu'une grande huile d'olive de producteur, quand je dis une grande huile d'olive, c'est une huile d'olive qui est faite avec passion, eh ben, peut te changer un plat. Mm, clairement. Un plat insipide, Mm. tu vas mettre de l'huile d'olive dedans et puis ça va être, en fait, c'est comme en fait un fond blanc pour un artiste et tu vas mettre
ce filet d'huile d'olive d'un grand producteur, mais qui connaît les grands producteurs d'huile d'olive? Très peu de gens. Tu vas mettre une huile d'olive d'un grand producteur et là, bah, ton plat, il n'a plus rien à voir. Tu vois? Euh, et en fait, c'est ce que je veux aujourd'hui à travers Marius Mm. Oilmaker. C'est vraiment rendre accessible au plus grand nombre les huiles d'olive d'exception. Dans le concept Marius Oilmaker, mes huiles d'olive, par exemple, dans ma boutique ici que j'ai créée à Reims, on a un grand cru espagnol, un grand cru grec, un grand cru français, un grand cru du Portugal, un grand cru d'Italie des Pouilles et un grand cru d'Italie de Calabre. On est à 19 € la bouteille de 500 millilitres. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, je vois. Ouais, je Et comprends. Ouais, ouais, ouais. ce que Ouais, je veux ouais. dire, C'est et quand oui. tu vas, par Logique. exemple, dans une grande épicerie à Paris, Mm. bah, tu vois cette bouteille. Finalement, tu ne sais pas depuis combien de temps elle est là dans cet état. Mm. Tu n'as personne pour t'expliquer d'abord que c'est une grande huile d'olive. Tu arrives devant cette bouteille, c'est écrit 60 € la bouteille de 500 millilitres. Voilà, c'est accessible que pour une certaine élite. Et c'est ça, en fait, que je veux aujourd'hui à travers Marius Maker, c'est vraiment rendre accessibles les huiles d'olive d'exception au plus grand nombre. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est que les gens sont de plus en plus, font de plus en plus, surtout en période après Covid, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que ils préfèrent consommer moins, mais mieux. Mieux. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc, Dans ce cas-là. on est vraiment dans on suit vraiment Logique, ouais. Mm. cette logique Ouais. et ce besoin que les gens ont de consommer des bons produits, mais peut-être en quantité moindre. Ouais. Peut-être en quantité moindre. Et finalement, c'est vraiment voilà, rendre accessibles les huiles d'olive d'exception au plus grand nombre. C'est notre Ton mission. engagement, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui te porte, ça se voit, ça s'entend. Et c'est tellement vrai parce que, voilà, comme on l'a dit, en fait, on vend de tout. Et c'est vrai que les gens, bah, majoritairement, on va pas se mentir, ils vont quand même dans les grandes surfaces, même si je leur jette pas la pierre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce rapport aux produits et aux producteurs finaux, finalement. Et on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand est-ce que ça a été embouteillé, empaqueté, etc. Et finalement, on se retrouve à manger des choses qui ne sont pas saines pour la santé, voire même dangereuses, hein, dans certains cas. Et c'est ça qui est problématique, en fait, quand on voit la corrélation entre bah, tout ce qu'on mange et puis le nombre de cas de cancer, par exemple. On comprend, en fait. Et c'est pour ça que, ouais, comme tu as dit, c'est tellement important et c'est vraiment, vraiment, je salue ton engagement. C'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de faire cet échange avec toi parce que, en fait, on ne se rend pas compte que bah, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on écoute, enfin, peu importe, en fait, à chaque mouvement qu'on fait, ça a un impact sur nous, sur les autres. Et c'est vrai que c'est tellement précieux la santé et puis même par rapport au goût, enfin, clairement, enfin, je sais que bon, moi, il y a une période où je mangeais pas très bien, très sainement, je vais être très honnête. J'aime manger, mais c'est que des fois, j'étais dans un rythme. Bon, quand j'étais dans le feu, je mangeais pas très bien. Et là, ça fait maintenant 1 an que je mange des légumes, du poisson frais chez le poissonnier. Enfin, tu vois, après, c'est vrai que je suis d'accord, ça a un coût. C'est pas donné à tout le monde. Ça, on est d'accord. Encore que, honnêtement, là, moi, je suis en province, mais c'est vrai que les tarifs, quand tu regardes, finalement, des fois, c'est une fausse impression aussi. Attention, parce que quand tu regardes vraiment le tarif à la fin, bah, tu fais le comparatif avec ce que tu peux acheter potentiellement en grande surface et il n'y a pas tant que ça de différence, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus mettre des barrières. Comme tu as dit, si vraiment ça peut être un frein, dans ces cas-là, tester, comparer et peut-être manger un peu dans une quantité moindre. Mais déjà, ne serait-ce qu'au goût, bah, ça n'a rien à voir. Et sur la santé, ben, encore moins, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est deux poids, deux mesures. Mm. Et puis tu sais que personne ne sait que l'huile d'olive fait des miracles sur la santé. C'est le Moi, je seul sais. arbre millénaire qui existe depuis la nuit des temps. Et ce nectar, en fait, qu'on a banalisé au cours des temps parce que les embouteilleurs sont plus puissants que les producteurs, il ne faut Ouais, pas se le cacher. ah, c'est ça. Et ce phénomène global de volonté de standardisation des goûts qu'on retrouve dans les légumes, dans les fruits, etc. Les légumes et les fruits qu'on mangeait il y a 20 ans sont plus les fruits, les saveurs des fruits et des légumes qu'on retrouve aujourd'hui
en supermarché. Et il y a une sorte de standardisation, de phénomène de volonté industrielle de standardisation des goûts. C'est-à-dire que quand tu manges une pêche qui a la même saveur qu'une pomme, voilà, tu te dis voilà, où on en est à comment, des fois je me dis, comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que euh, à l'époque, il y a 20 ans, moi au Maroc, une tomate, quand tu mangeais une tomate, c'est-à-dire que c'était que des petits agriculteurs qui faisaient de la tomate. Et tout avait un goût, c'est-à-dire que, et puis tout était consommé à la période de récolte de ces fruits. Ouais. Aujourd'hui, tu trouves aller acheter tu trouves des fraises en hiver, Mm. euh, et des fruits exotiques en hiver, mais qui n'ont finalement plus aucun goût. Moi, la pastèque que je mangeais en été au Maroc, et je savais que quand j'allais en vacances en été, c'était pastèque, raisin, melon, vraiment fruits de saison. Mais Ouais. cette saveur qu'on avait il y a 20 ans, c'est très difficile de la retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut aller dénicher ce petit producteur. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mm. C'est-à-dire que les fruits qu'on avait dans les étals de supermarché, c'était que des fruits de producteurs qui étaient passionnés. Mm. Aujourd'hui, cette industrialisation de tout et cette volonté de toujours aller plus loin, avec des prix de revient toujours, Ah. c'est jamais assez. C'est-à-dire Mm. que pour les acheteurs, quand Mm. tu arrives et que tu as mis toute ta passion dans une huile d'olive que tu es producteur, et que tu veux vendre cette huile d'olive, parce que quand tu produis une huile d'olive, c'est pour la vendre, Bien sûr. et que tu es face à un acheteur qui n'y connaît rien à l'huile d'olive de grande distribution, et qui finalement, lui, est focalisé sur le prix, comment veux-tu qu'il ait une bonne huile d'olive dans ses étals? C'est-à-dire que lui, il est là, il regarde les cours du marché, ah bah tiens, l'huile d'olive est à 6 euros aujourd'hui, hop, j'impose mon tarif de 6 euros pour tout le monde. Mais ce n'est pas le même travail Ah pour un oui, industriel qui embouteille des millions de litres par an que pour un producteur qui produit 30 à 100, même jusqu'à 150 000 litres. Ça reste tout petit. mm. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui proposer le même prix. C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut une prise de conscience et il faut se dire, soyons raisonnables Mm. et payons les producteurs au prix au moins euh, honnête et digne, une Mm. question de dignité, Ouais, c'est vrai. au niveau de la dignité du travail du producteur. Mettons en avant ce travail du producteur, c'est-à-dire que voilà, il a mis toute son âme, et ça, le pouvoir, c'est le consommateur qui l'a, personne d'autre. C'est-à-dire que il faut informer le consommateur en lui disant qu'en allant dans une petite boutique où il y a ce petit commerçant qui est passionné par Mm. le chocolat, le thé, le café, tout ce que tu veux, même ce petit primeur qui existait dans le temps, qui existe de moins en moins. Avant, on avait notre primeur, ce charcutier qui fait sa viande avec passion, etc., etc. Euh, En allant chez ce petit commerçant, on le sauve de sa mort annoncée. Tu vois? Et c'est ça, en fait, cette prise de conscience qu'il faut qu'on retrouve Ouais, pour t'as raison. sauver ces petits commerçants qui sont en train de partir et et c'est des industriels qui, parce que, et on revient sur ça, c'est important, parce qu'ils ont des moyens marketing colossaux, Bien sûr, c'est des ça. moyens de communication que les petits producteurs n'ont pas. Et à travers cette image de marque qu'ils mettent en place, eh ben, le consommateur, en voyant cette communication, ce marketing, etc., est rassuré Oui, par c'est l'image, quoi. De toute façon, c'est tout est image et tout est. Oui, c'est de la vente, quoi. Sauf qu'on peut vendre bah, à défaut, c'est-à-dire qu'on vend des choses qui sont pas réelles. Et c'est ça qui est tellement dommage. Et comme tu as dit, ça fait de l'ombre aux petits producteurs qui, eux, ont de la vraie qualité. Et c'est ça, en fait, se poser la question, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants aussi? C'est tellement important. Enfin, honnêtement. l'alimentation. Si tu veux, la santé n'a pas de prix. Exact. Et l'alimentation saine, qui va me permettre de vivre jusqu'à 100 ans, Mm. Bah, elle surtout a en bonne santé, même pas 100 ans, mais au moins en bonne santé, tu mais vois. déjà en bonne santé, sans Voilà. avoir de cancer, sans avoir de diabète, sans avoir de cholestérol, sans avoir de maladies cardiovasculaires, sans avoir tout ça, eh ben, ce qui était
finalement très logique il y a 30 ans, il y a 50 ans, génération de nos parents et les générations d'avant, devient aujourd'hui quelque chose qu'on a essayé de banaliser. C'est-à-dire que, et on ne sait pas, indirectement, qu'on est responsable de la mort de ces petits commerçants, qu'on est responsable de la mort de ces petits primeurs, qu'on va être de plus en plus responsable de la mort de ces petits artisans boulangers qui se lèvent à 1 heure du matin pour faire un bon pain, qui sont remplacés par des chaînes industrielles avec que taille chez X, Y ou Z, c'est la même saveur pour le pain. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais on est responsable de tout ça. On est également responsable du fait que ben, le producteur passionné, eh ben, qui veut pas lâcher, qui veut pas lâcher ça, qui veut garder sa passion, eh ben, va tout faire pour raréfier son produit et Mm. en faire ce qu'on appelle un produit de luxe. Ça, Ce produit de luxe devient à nous inaccessible. inaccessible, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et finalement, ce qui était logique il y a 50 ans Mm. devient aujourd'hui complètement irrationnel. Finalement, on tue ces... Voilà, on s'auto censure. Ouais, on s'auto-censure, s'auto-mutile, Ouais, on se fait du mal nous-mêmes, quoi. Moi, je dis Youssef postule ministère de l'Agriculture. Tu sais, la politique et tout ça, c'est un monde qui est complètement... C'est un monde que nous ne comprendrons jamais. Et j'ai envie de dire, c'est comme tout. Les gens se sentant dépassés par tout ce qui se passe, finissent par abandonner et finissent par se noyer dans la masse et faire comme tout le monde, ce qui est Mm. bien dommage, malheureusement. Euh, voilà. Après... euh, Avec des gens passionnés comme toi, en tout cas, voilà, moi, Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que le consommateur garde le pouvoir. c'est ça. On a tous, en fait, on a tous une responsabilité, il faut pas l'oublier. Exactement. On a ce pouvoir de changer les choses. Et si on Exactement. le fait, on peut le faire à l'échelle À de notre notre échelle. quartier, à Mm. l'échelle de notre ville, à l'échelle. Et plus on peut le faire à l'échelle locale, parce qu'il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain comme Non, ça à changer les mentalités, à tout changer. Voilà, il faut vivre dans son monde, comme on dit. On est dans le monde. Si tu veux, c'est plus facile aujourd'hui pour un entrepreneur qui veut envoyer des fusées sur la Lune de trouver des millions d'euros ouais. que pour ce petit producteur qui veut planter des patates bio, qui veut planter des patates bio dans ses terres au fin fond de la Corrèze. C'est Mm. plus difficile. Aujourd'hui, tu arrives avec un projet loufoque pour une levée de fonds. Moi, ça me paraît complètement Mm. invraisemblable. Envoyer des fusées sur la Lune puisse trouver des milliards. On entend parler de levée de fonds de 100 millions, 200 millions, etc. Et que ce petit agriculteur ou ce petit commerçant qui est seulement passionné n'arrive pas à financer son projet qui est finalement un projet qui ne demande pas énormément de fonds. Allons sur la Lune, mais d'abord, il Voilà. faut bien se nourrir Avant, et valoriser ce qu'on a sur Terre avant d'aller sur la Lune. Exactement. Avant d'aller sur la Lune, C'est clair. évitons d'épuiser parce qu'en fait, il y a aussi une question d'épuisement de nos Ouais, terroirs. c'est À vrai. force de vouloir tout intensifier, tout industrialiser, on est Mm. en train de tuer nos terroirs. C'est ça. Tout ce qui est, tout ce qui faisait la... Moi je bondis et je réagis quand on me dit, voilà, il y a un phénomène en ce moment, c'est qu'on demande aux producteurs de planter des oliviers en ce qu'on appelle une méthode qui a été inventée par des ingénieurs espagnols, des oliviers génétiquement modifiés Oh. qui sont plantés en super intensif. Et on lui vend le rêve en lui disant, on va te planter les oliviers, c'est gratuit, il faut juste que tu aies les terres, on va Mm. t'acheter l'huile d'olive à tel prix, tu Ouais. auras un contrat, toi tu auras juste finalement, tu n'es plus qu'un prestataire de service. Mais Incroyable. il a tout pensé au départ. Ouais. C'est-à-dire que tout est À verrouillé claquer, dès ouais. le départ et cet agriculteur rentre dans un engrenage. C'est-à-dire qu'on va lui arracher ces oliviers centenaires qui donnaient la saveur, c'est-à-dire que chaque huile d'olive porte la signature de son terroir. C'est-à-dire que un olivier, une variété d'olive, elle est adaptée à son terroir, c'est-à-dire qu'on trouve la Grossane, la Glando, la Luc
dans les terroirs provençaux, si on amène des oliviers génétiquement modifiés parce qu'ils produisent plus d'huile d'olive, parce qu'ils vont produire plus tôt, parce qu'etc., etc., eh ben, on tue nos terroirs, on tue nos savoir-faire, Oui, et tout tout court. on Ouais, va se personnellement, j'ai pas retrouver. envie de manger une huile d'olive modifiée. Alors là, c'est quand même quelque Mais chose, les quoi. gens ne sont pas informés de tout ça. S'ils n'ont Ah, pas ça, la... j'étais pas au courant, tu vois. Ça, tu m'apprends quelque chose, mais en même temps, on entend tellement de choses aberrantes et loufoques Mais on que. ne va pas communiquer sur des choses comme ça Ouais, qui non, sont... c'est clair. Mm. Tu vois, c'est qu'on vend du rêve et que on met une belle étiquette sur, voilà, et des belles couleurs, et puis on vend du rêve, et qui finalement, ce rêve, on se rend compte 20 ans après, bah, que ces fameux ingénieurs qui, soi-disant, ont une idée de génie, eh ben, ont tué les terroirs. Ça. Et il faut se battre. Il faut se battre sans, sans agresser. Les autres Non. font ce qu'ils veulent. Euh, à partir du moment où moi, je suis dans ma démarche de faire et de sélectionner et de mettre en avant ces petits producteurs passionnés, que Mm. les autres fassent. À partir du moment où moi, je ne sors pas de mon but et de C'est mon droit dans tes bottes, objectif, bien sûr. C'est important. voilà, pas dans mes bottes, et que personne ne puisse, avec toutes sortes de manipulations Mm. inimaginables possibles, voilà, c'est un autre volet, un autre rayon. J'allais te poser la question de savoir, selon toi, c'est quoi l'avenir de l'industrie de l'huile d'olive là? Parce que là, déjà, tu m'as peint un tableau un peu noirci avec les OGM, etc. Qu'est-ce que Moi, toi, tu il y penses? a deux univers, l'industrie de l'huile d'olive Mm. et l'artisan Mm. de l'huile d'olive. C'est-à-dire que ces deux univers, pour moi, les huiles d'olive d'industriels sont pas. Et je considérerai toujours que ce n'est pas de l'huile d'olive. Ouais, Pour moi, une huile d'olive doit mm. être une huile d'olive de producteur, avec une traçabilité, Mm. avec une huile qui porte la signature de son terroir. C'est-à-dire que quand je vais goûter une huile d'olive du Portugal, je veux que ce soit une huile d'olive du Portugal. Je Mieux, veux qu'il y ait une différence. Je veux qu'il y ait une différence entre mon huile d'olive du Portugal et mon huile d'olive de France. bien Je veux sûr, qu'il y ait une différence entre mon huile d'olive marocaine et bien mon sûr, huile d'olive italienne. bien Et sûr. une huile d'olive italienne. Je veux, voilà, garder cette variété de goût. C'est Mais les mon... goûts sont pas les mêmes, c'est ça qu'il faut bien préciser, parce que ayant moi goûté plusieurs huiles de différents pays, bah, j'ai goûté celle de Tunisie, du Maroc, du Portugal, de l'Espagne, bah, ça n'a rien à voir, le goût c'est pas le même. Donc c'est clair que restons bah, sur chacun fait son huile d'olive attachée à sa terre, à son terroir, comme tu as dit, c'est tellement. Et l'huile d'olive doit porter la signature de son terroir, et on n'a pas besoin d'aller inventer. Si tu veux, l'huile d'olive existe depuis des millénaires. Il n'y avait pas des ingénieurs il y a 1000 ans. Euh, on faisait de l'huile d'olive comme on faisait de l'huile d'olive. Euh, et puis finalement, un jour, on s'est dit, on va innover dans l'huile d'olive, cette fameuse innovation de ce super intensif, etc., etc. Et en essayant d'innover, ben, on tue ben, tout ce qui est authentique, Hmm. et ce savoir-faire et ce patrimoine qu'on a envie de garder. Et moi, je dis, il faut le garder, et que, en tant que consommateur, que ce soit pour l'huile d'olive, pour le miel, pour les fruits, pour les légumes, pour la Hmm. viande, etc., on a ce pouvoir de dire On est non, acteur de nos vies. Hmm. on est acteur de notre vie, Bien et il sûr. faut, plus les gens en prendront conscience, et Hmm. plus les gens, et Un beau plus on message. aura sur notre marché, parce qu'on exige, si tu veux, la qualité s'exige. C'est-à-dire que si tu continues à acheter cette huile d'olive en supermarché qui est insipide, qui est standard, etc., eh ben tu dis euh, à la grande distribution, aux industriels, etc., qui finalement, on ne sait pas qui est derrière tout ça, ben on leur dit, ben finalement, en achetant, bah, ça marche, bah, ça continue. Oui, c'est ça. On leur met pas de barrière. À Hmm. partir du moment où ça se vend, bah, pourquoi on changerait? Et ça se vend par des millions de bouteilles. C'est toujours ce qu'on me dit. Oui, t'es un illuminé, parce que finalement, bah, toi, tu es là, tu essaies de vendre tes idées, mais ça se vend. Aujourd'hui, c'est un fait. La grande distribution, les industriels contrôlent plus de 70% du marché de l'huile d'olive.
C'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a 70% de consommateurs qui vont acheter. Il faut savoir que le marché français, c'est 18 millions à peu près de foyers acheteurs dans l'huile d'olive. C'est Ouais, 110 000 tonnes d'huile d'olive consommées tous les ans. Sur ces 110 000 tonnes, eh ben, il y a 70% qui est consommé dans la grande distribution des huiles d'olive standards, des huiles d'olive. Et, euh, et puis, tu as les autres qui veulent vraiment acheter des bons produits, qui vont à la petite épicerie, qui vont chez le producteur, voilà, qui vont essayer de dénicher les grandes huiles. Mais ces gens-là te disent, c'est un fait, aujourd'hui, ça se vend, donc pourquoi changer? c'est ça. Et je me dis qu'en tant que consommateur, on doit exiger une certaine qualité de vie, une certaine qualité de produit, etc., etc. Mm. Alors, c'est pas facile pour tout le monde, je le Non. comprends bien, Mm. mais comme je disais tout à l'heure, consommons moins et C'est mieux. essayons de consommer mieux, tout simplement. Je te rejoins complètement. Et du coup, alors, c'est vrai que là, tu as été très riche et merci pour ça. Ça se voit tellement que tu es passionné et waouh, franchement, on aurait tellement à dire. Et c'est vrai qu'on referait presque le monde sur toutes les choses, peut-être même très aberrantes qu'on peut voir au quotidien, malheureusement. Et c'est clair que nous sommes, voilà, vraiment le point à retenir de tout ça, c'est soyons acteurs de nos vies en fait, on met de la valeur aux autres autant qu'on s'en met à soi, en fait. Alors certes, comme tu l'as dit, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais voilà. Mais même, j'invite les gens, honnêtement, certaines personnes ont beaucoup d'a priori quand ils vont au marché, chez les primeurs et tout ça. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous pouvez comparer. Et honnêtement, je pense que ça se vaut. Honnêtement, ça se vaut. Et par contre, la qualité, elle n'a strictement rien à voir. Personnellement, enfin, je redécouvre le plaisir de manger des produits frais et ça n'a rien à voir. Et du coup, pour terminer un petit peu cette interview qui était très très riche et tellement de valeurs que tu nous as délivrées, Youssef, et de par ton parcours et par tous ces apprentissages sur l'agroalimentaire aussi, plus globalement en dehors de l'huile d'olive, pardon. Ce serait quoi enfin, les conseils plutôt que tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'industrie alimentaire, agroalimentaire et en particulier dans la production d'huile d'olive? Alors, à mon modeste niveau de producteur d'huile d'olive depuis 20 ans, à mon modeste niveau de créateur de cette start-up et de cette volonté vraiment de rendre accessible l'huile d'olive d'exception au plus grand nombre, je dis aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans un projet, battez-vous pour votre idée. Il n'y a personne qui peut vous arrêter à part vous-même. Vous pouvez, voilà, vous êtes le seul. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que il y a ces moralisateurs qui te disent, parce que tu arrives, toi, tu es jeune, tu as un beau projet, et tu le sais, tu le sens au fond de toi, que ton projet, il est beau et qu'il aboutira. Puis tu as ces moralisateurs qui viennent volontairement essayer de te casser quand ils y arrivent dans ton élan. Il faut rester droit dans ses bottes, dans son objectif et ne pas vaciller. C'est difficile, c'est dur quand on a 20 ans, c'est moins dur quand on en a 40, c'est dur quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans et qu'on se lance dans cette entreprise. On est passionné euh, par la boulangerie, on est passionné par un produit, le miel, l'huile d'olive, les épices, le thé. Le café, les pâtes, enfin, il y a énormément de... J'ai faim là, Youssef, arrête, arrête. On a un projet, on va jusqu'au bout de ce projet, quels que soient les obstacles et les murs qu'on puisse vous mettre devant vous. N'ayez jamais peur de réaliser vos rêves. Vos rêves vous appartiennent. Personne n'a de droit sur vos rêves. Clair, c'est clair. C'est la seule chose qu'on ne peut pas voler, c'est nos rêves. Et donc, Voilà. aller Vos jusqu'au rêves, bout, moi j'ai toujours dit, on pourra tout me prendre. exact. Jamais ma liberté de penser. Jamais. On pourra tout, si tu veux, voilà, on peut tout te prendre, mais à partir du moment où tu as cette liberté de penser, même un projet qui va s'écrouler 1000 fois, quand tu as cette détermination, cet enthousiasme et que tu Mm. t'entoures des bonnes personnes, eh Exact. ben, tu On te vois, voit. ce que je te racontais tout à l'heure de cette huile d'olive que j'ai retrouvée à 23 ans, à 24 ans à New York, etc. Moi, si j'avais écouté les petits moralisateurs qui me disaient au départ, mais
t'es complètement fou, etc., etc. Mon rêve, je l'aurais jamais réalisé. Et ça. aujourd'hui, peut-être que je m'en voudrais énormément parce que les moyens qu'on peut se donner à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'on peut se donner à 40 ans. Eh Parce oui. qu'à parce qu'à 20 ans et à 25 ans, on vous pardonne tout, ce qui n'est pas Mm, le cas à 40, 50 ans. Quand mm, vous êtes jeune, vous avez tout pour vous. mm, Faites des milliers d'erreurs si vous avez envie, à mm. partir du moment où vous allez Lancez-vous. ouvrir tout. Voilà, lancez-vous, tout simplement. Lancez-vous, plus de barrières. Les seules barrières, c'est vous-même. Waouh, Exactement. c'est tellement riche. Merci beaucoup, Youssef. On va en rester là, mais c'était tellement, vraiment particulièrement enrichissant. C'est tellement beau de t'entendre parler et d'entendre ces paroles qui font, ouais, qui font du bien à entendre. Il faut dire ce qui est, hein. Ça peut gêner certains, mais moi, je suis persuadée comme tu l'as dit, en fait, à notre échelle, on peut changer le monde, en fait, mais c'est chacun Et puis, à un son deuxième échelle, conseil, petit pas par petit pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. moi, un deuxième petit conseil que je peux Ouais. donner aux gens, c'est que à force d'aller, c'est-à-dire qu'en ne se fixant pas de limites, on fait des rencontres qui vont changer, Mm. la tournure de votre projet. C'est-à-dire que ne vous mettez pas de barrière et vous verrez que sortez, allez découvrir le monde. Enfin, le monde est vaste. Ne Vaste. vous limitez pas à votre quartier, à votre ville, voilà, le monde est vaste et on ne peut pas Mm. savoir les rencontres qu'on va faire. C'est clair. Et une rencontre peut changer votre monde, votre univers, votre projet, votre vie, etc. Donc, n'hésitez pas à sortir, à parler de votre projet, à taper 1000 portes Enfoncez les si vous... portes, enfoncez les Voilà. portes, vous posez plus de questions. Moi, Super. Bah, écoute, merci vraiment pour cet échange vraiment très, très riche. Vraiment, merci pour ta générosité. N'hésitez pas à... Bah oui, c'est ça que j'avais demandé avant de nous quitter. Pourrais-tu nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, retrouver ton travail, les personnes qui peut-être souhaitent passer commande chez toi? Dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut trouver tout ça. alors, euh, on a notre première boutique qu'on a ouverte à Reims en septembre, Mm. qui est au centre-ville de Reims. Il faut aller sur le site ygardam.com et on a toutes les informations. On peut commander l'huile d'olive à travers Génial. les huiles d'olive que je sélectionne et Marius Maker également. Mm. Alors, ygardam.com et mariusonmaker.com et on peut commander les huiles d'olive que je sélectionne de n'importe où dans le monde. Voilà. Voilà, vous avez le choix. En tout cas, voyez, on a un passionné avec nous. Je mettrai de toute façon tes liens, enfin, je mettrai ton site l'édition du podcast de YouTube. Mais vraiment, mille fois merci, Youssef. C'était Moi tellement qui te riche, remercie, Céline. tellement. Waouh, franchement, moi, je suis vraiment épatée et franchement, je peux dire que bravo pour ton engagement et pour le travail que tu effectues. Et j'espère que les gens vont être appelés aussi par ton message et vont être appelés aussi par mieux consommer et faire vraiment, du coup, se faire honneur, en fait, se faire honneur à sa santé. C'est ça C'est aussi. ça, c'est ça. Merci. Merci C'est mille moi fois. qui te remercie. À Merci beaucoup. bientôt. À très À bientôt. bientôt, Youssef.